Analyse des propos de M. Paul Kagame tenu au Bénin, conclave de Lubumbashi. Qu'en est-il des résolutions? Quelles sont les chances que celles-ci soient justement prises en compte par le pouvoir et la mise en œuvre? À toutes et à tous, merci. Bienvenue dans la grande tribune de ce mardi 18 avril 2023. Nous émettons depuis Kinshasa à toutes et à tous. Grand merci pour votre fidélité à Congo Buzz. Eh bien, sur ce plateau, j'ai 4 invités avec qui nous allons échanger autour de ces deux thématiques. Je suis avec Maître Claude Ngouma, qui est cadre de Nouvel Élan d'Adolphe Moussouto. Bonjour, Maître Claude Ngouma. Bonjour, Monsieur Dan. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est à moi de vous remercier pour cette invitation et je vais devoir m'acquitter aussi de ces sacrés devoirs de souhaiter bon début de semaine à mes débatteurs de cet après-midi. Merci, Maître Claude. Monsieur Eri Massimbo, vous êtes cadre de la société civile, vous soutenez le président de la République, plus ou moins. Bonjour, Monsieur Eri. Merci de votre présence dans cette émission. Oui, merci Dan pour cet honneur. Et je salue l'équipe technique qui nous accompagne. Et aussi, je salue tous mes compatriotes qui sont à l'extérieur ainsi qu'ici au pays, plus précisément à l'est du pays, victimes de l'agression rwandaise. Et aussi, je salue tous mes co-débatteurs ici sur ce plateau. Je crois que le débat que nous allons faire va contribuer à l'évolution de la situation politique et aussi à l'évolution de notre pays. Merci beaucoup, Monsieur Massimbo. Maître Richard Rampinda. Quelqu'un m'a appelé pour me dire que vous êtes le chouchou de certains internautes de l'extérieur du pays. Bonjour, Maître Rampinda, et merci de votre présence. Merci à vous, merci de nous recevoir. Merci, je présente mes civilités à mes co-débatteurs. Et je remercie celui qui a pensé que j'étais le chouchou des Congolais de l'étranger. Mais je rajoute encore... Pas tous, hein? Non. Ce n'est pas sorti de moi. Je ne dis pas tous, bien sûr. La question ne se pose pas. Voilà. C'est-à-dire que je ne peux pas être aimé par tous. Il y en a de ceux qui me menacent sur mon téléphone. À Paris, je serai à Paris. Ok. Ok. Bientôt là, je serai à Paris. Et donc, pour dire tout simplement que c'est en fait le fruit de notre conviction, puisque certains m'ont même posé la question de savoir, mais non, on ne le fait pas pour le positionnement. On le fait par conviction. Parce que ce qui nous arrive aujourd'hui en République démocratique du Congo par Paul Kagame est un élément qui démontre à suffisance que nous, en tant que République, nous ne devons pas poursuivre un bien ou un intérêt lucre dans le sens du positionnement, plutôt de pouvoir nous dire que si je n'étais plus là aujourd'hui, parce que je ne suis pas éternel sur terre, mais quel Congo je laisserai à mes enfants, petits-enfants. Et donc nous avons la responsabilité de défendre la République, d'en être convaincus et de voir que le Congo irait mieux que ce que ça a été avant. Merci beaucoup. Monsieur Joseph Mbenza qui fait sa deuxième apparition dans Grande Tribune. On vous a aussi suffisamment contacté pour votre premier passage. Bonjour, Maître Mbenza. Oui, merci beaucoup. Je ne suis pas avocat, monsieur. Monsieur Mbenza. Je suis Joseph Mbenza. Habitué à recevoir les avocats. Des avocats, mais là maintenant vous avez un politologue. C'est un peu, voilà un peu mon domaine de formation. Merci pour l'invitation. Je vous en prie. Et je dis bonjour à monsieur Christian Bossembe et à mon ami Patrick Sahel. Et je n'oublie pas des éminents intellectuels sur le plateau et à tout le peuple congolais. Surtout, je n'oublie pas le membre du parti UDPS. Des éminents intellectuels qui tapent sur vous. Du moins, ils ne sont pas barbares. Hein. Ils sont vraiment républicains. Je salue le secrétaire général Augustin Kabouya. AK-47, ouais. comme vous l'appelez. Ouais. Voilà, merci beaucoup. Et donc, on va donner la parole à chacun de donner son biscuit, sa question d'actualité, son commentaire, avant de présenter au public nos sujets et tout ce que nous avons prévu à ce sujet. Maître Ngouma, pardon, est-ce que vous avez un biscuit à faire avant que nous puissions... Oui, le biscuit ne manque toujours pas, cher Dan, parce que le biscuit, c'est ça même, ce qui fait la beauté de l'introduction de nos émissions. Et je vais évoquer ici sur ce plateau la question de l'insécurité qui sévit dans la ville de Kinshasa.
et aussi de la délinquance juvénile que nous appelons communément Kuluna, qui ne cesse d'accroître. Et ici, j'ai toujours demandé au gouvernement de pouvoir mettre des moyens, doter assez de moyens à notre police. Parce que ici, nous avons Dan Téné, nous avons une très mauvaise police, mal équipée, mal formée et mal payée, mal habillée. Vous voyez, une telle police ne donne pas ce que je vais dire, une très bonne impression de la ville-province de Kinshasa et pourquoi pas de la République. Vous voyez? Et aussi, l'effectif de cette police pose problème. Et ici, j'ai toujours demandé à M. Peter Kazadi, le VPM de l'Intérieur, de faire ses plaidoyers au sein du gouvernement central pour qu'enfin ces derniers puissent mettre des moyens, afin que la police ait un peu le moyen de sa politique. Parce que nous ne pouvons pas comprendre. Cette insécurité, c'est à cause du manque de professionnalisme de la police que nous vivons tout ça. Oui, il y a le manque de professionnalisme de la police et aussi le manque de moyens. Voyez-vous, parce que moi j'ai toujours proposé que cette police ne soit pas un carrière, non. Ailleurs, le policier postule, vous formulez une demande et puis voilà, votre dossier sera étudié et voilà, une fois admis, on vous envoie à l'académie policière. Mais chez nous, ce n'est pas le cas. On prend tout le monde. On prend tout le monde comme ça, un fourre-tout, et puis voilà. Et alors, pour quel résultat? Il y a aussi ce qu'on appelle les Oudjana, les jeunes recrues récemment. Mais non, tous ces Oudjana-là, moi, ça sont des charlatans. Ce ne sont pas des policiers. Un policier doit refléter l'image de la République. Aujourd'hui, un Congolais interpellé par un policier ou une policière, ses compatriotes se trouvent déjà en danger. Vous voyez? Et ici, je cite le quartier Livoulou, dans la commune de Lemba, où tout récemment, il y a eu soulèvement, je veux dire, de tous ces Kuluna. Il y a de paisibles citoyens qui ont abandonné leur maison parce que la police ne sait pas donc protéger les concitoyens et leurs biens. Voyez-vous? Et donc, je réitère encore cette demande à monsieur le VPM de l'Intérieur de faire ses plaidoyers. Sinon, lui aussi va connaître cet échec qu'a connu à Célo Daniel. Vous n'allez pas savoir qu'il y a déjà une dotation déjà prévue dans le budget pour la police et la défense, donc on ne peut pas changer la roue. Le travail est en train d'être fait, donc je ne sais pas comment... Dotation, oui, mais il faut voir la clé de répartition de ce budget. On alloue combien à la sécurité? Merci beaucoup. Monsieur Herry, est-ce que vous avez une question d'actualité aussi? La question d'actualité pour moi, c'est la ville-province de Kinshasa. Ça au moins, vous le savez, monsieur Dan. La ville de Kinshasa est mal gérée. La ville de Kinshasa est mal gouvernée. Je crois que personne ne peut me contredire aussi sur ce plateau, sur ce sujet-là. Je m'en vais d'abord parler de l'opération coup de poing. En fait, à un certain moment, je me dis, quand est-ce que cette opération-là a été conçue? Où est-ce que ça a été couché? Sur quel papier? C'est quoi l'objectif de l'opération coup de poing en fait? S'il faudrait soigner l'image de la République, on doit commencer par la ville et par les centres-villes. Et les centres-villes ou les centres des affaires, c'est bien évidemment, ça prend en grande majorité la commune de la Gombe. Cher Dan, quand on laisse la commune de la Gombe pour aller détruire des maisons, des paisibles citoyens, il y a certaines maisons qui ne gênent même pas la circulation et qui n'ont même pas empiété la voie publique, mais qui ont été détruites. Pourquoi cette opération ne se fait pas ici, dans la ville de la Gombe? Le pourquoi? Parce que si on prend seulement, je prends l'exemple seulement de l'avenue Tombalbaye, dans son entrée au niveau du boulevard du 30 juin. Juste quand vous finissez la clôture des centres ou de l'espace où on joue le golf là, je crois. Juste à l'entrée là, de cette avenue là, il y a un immeuble de 3 niveaux qui appartient à Madame la bourgmestre Pepito Kilala. À côté, là où il y a la clôture de INSS, là il a installé quoi, son parking en fait. Pourquoi on ne détruit pas cet immeuble là? Il y a 3 immeubles ou 4 immeubles comme ça qui se sont succédés sur cette avenue là.
juste dans son entrée du boulevard du 30 Il y a juin. 2 poids, 2 mesures. Vous voulez... Bien évidemment, 2 poids, 2 mesures. C'est-à-dire, si vous avez des carnets d'adresse, vous êtes intouchable. Et si vous n'avez pas de carnet d'adresse, vous êtes exposé. On a vu un immeuble de M. Némi Moulania vers GB, qui a été aussi détruit. Je crois la clôture a été vraiment détruite. Bien évidemment. C'est pas tout, c'est pas... Mais c'est Dan, mais qui est Némi Moulania aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il était hier et qu'est-ce qu'il est aujourd'hui, Némi Moulania? Est-ce que hier, on pouvait prendre le luxe ou le kilo d'aller détruire la maison de Némi Moulania? C'est selon qu'on soit dans un camp politique ou dans un autre. Mais pas seulement nécessairement ça, mais selon qu'on soit au pouvoir ou pas au pouvoir. Dans l'opposition. Aujourd'hui, le pouvoir de Némi Moulania est expiré. Alors, il est exposé maintenant à toute menace. Donc, j'interpelle ici les gestionnaires de la ville province de Kinshasa de mener cette opération-là, coup de poing, ici, David de Kinshasa. De commencer d'abord par l'avenue Tombalbaï. Après l'avenue Tombalbaï, c'est Sosimat. Tout Sosimat Rail là. Parce que nous, on a habité là, on a grandi là. Nous connaissons, à l'époque, quand nous grandissons, telle maison n'était pas là, telle autre maison n'était pas là. La plupart des habitations au niveau de Sosimat Rail là, c'est construit sur les caniveaux publics. Alors. Merci beaucoup, Maître Pinda. Un biscuit, une question d'actualité. Mon biscuit va consister à rebondir sur ce que les autres ont dit. Ah, ok. Ça, c'est mon biscuit. C'est pas un problème. Je le bouffe comme bon me semble. Donc, je voudrais d'abord commencer par ce que, en fait, là où il a chuté. Ce n'est pas parce que vous lui dites tout à l'heure, ce n'est pas parce que la position que vous occupez qui fait que vous soyez soit victime d'une décision du gouvernorat ou pas du tout. Ok? Parce que moi qui vous parle ici, j'ai été interpellé, mais je suis de l'opposition. N'ai-je pas un carnet d'adresse? Ne pouvais-je pas appeler le secrétaire général? Vous avez été interpellé, il parle d'opération de coup de poing, c'est-à-dire destruction de manière générale, une décision qui est prise, tout celui qui peut tomber sur cette décision-là. Nombreux sont ceux qui sont au pouvoir, parce que l'impression que l'on a maintenant, c'est parce qu'on n'est plus du pouvoir, que l'on peut traquer, parce que hier on l'a été. Tantôt on a évoqué le cas de Moulania ici. Et d'ailleurs, si vous dites Moulania, je dirais aussi que Pipito Kilala, elle a été aussi dans le sérail du pouvoir. Ce qui voudrait tout simplement dire qu'aujourd'hui, si elle est... Non, elle n'est pas détruite. Elle est avec M. Ngobila dans son parti. Par le passé, elle n'a jamais été au pouvoir. Est-ce que vous pouvez me laisser... Moi, c'est juste une petite précision qu'on a apportée. Est-ce que vous pouvez me laisser noter... C'est pourquoi on a même on a l'habitude d'interdire à des co-débatteurs de bondir sur du biscuit des amis. Non, il sait que je vais en dire chez lui là-bas. Je sais pourquoi il est en train de faire, parce qu'il sait que je vais rebondir sur lui aussi. Donc, Pepito Kilanda a été dans le sérail du pouvoir. Ok? Quand on dit sérail du pouvoir, ça ne veut pas dire avoir exercé une fonction nécessairement. Là, je pense qu'on est bien d'accord là-dessus. Elle a été dans les sérail du pouvoir, c'est-à-dire que les bénéfices dont elle a joui d'ailleurs, le gouverneur David de Kinshasa, il est aussi proche, il a des amis, parce qu'il a été avec eux au pouvoir. Donc, je pense qu'il n'y a pas lieu de donner l'impression qu'on fait telle chose parce qu'il est au pouvoir ou parce que l'autre ne l'est pas. Non, pas du tout. Il n'y a pas de deux poids, deux mesures. Il n'y a pas de deux poids, deux mesures. Mais Pépito Guilala, pourquoi son immeuble est laissé là? Est-ce que je peux évoluer? Est-ce que l'opération coup de poing est arrêtée? Là, quand est-ce qu'on va s'attaquer sur... Commencez par poser la question de savoir quand est-ce que c'est là. Est-ce que vous avez un planning d'action du gouvernorat? Ce sont des actions, en fait... Assurez la police des débats, s'il vous plaît. Lorsqu'ils ont commencé cette opération... pas encore le mission, mais vous êtes en train de m'interrompre. Je dois quand même jouir de mon biscuit librement. Vous êtes en train de m'interrompre. Je voudrais dire ceci. Lorsque on planifie un projet, il y a un temps qui est imparti. Vous et moi, nous ne connaissons pas. Nous venons critiquer. Pourquoi? Parce que nous avons vu un immeuble qui n'est pas encore démoli. Posez-leur la question de savoir c'est quoi les temps et quelles sont les étapes qui restent. À ce moment-là, revenez. Ce sont les actions inopinées. Je voudrais, là où je suis d'accord... Ça, c'était pour justifier. Je suis d'ailleurs, le vice-gouverneur, sa morgue a été touchée. Donc, il n'y a pas de poids de mesure. Je pense que c'est un faux débat. C'était pour justifier. Je voudrais être d'accord avec lui sur un fait, que la ville de Kinshasa est mal gérée. La saleté, elle est partout.
S'il a cru qu'en disant, en revenant sur ces principes-là... La médiation de la vie, ce n'est pas seulement la saleté et l'insalubrité, non. Mais de quoi on parle là? Le Vous débat êtes n'a contradictoire même pas avec commencé. vous-même. Je suis en train de relever un certain nombre d'éléments qui démontrent à suffisance que vous avez raison, mais vous vous contredisez. Linda, Est-ce que vous continuez, pouvez s'il te respecter plaît. mon temps de parole? L'opinion retiendra que c'est lui qui commence à troubler l'émission et je vais le suivre. Ça, c'est un fait. J'en viens maintenant pour chiter. Votre co-débatteur doit parler. Nous savons une chose, nous sommes d'accord sur un principe, qu'il y a un manque de professionnalisme dans le chef de nos policiers. Mais je voudrais que Maître Claude Ngoma puisse retirer les faits de traiter la police des charlatans. Oui. Il a dit les policiers, lorsque vous avez évoqué la question de comment on les appelle déjà? Oudjana. Les Oudjana, il a dit, ça ce n'est pas la police, ils sont des charlatans. En dépit de leur manque de professionnalisme, ces gens veillent à notre sécurité. À la Ça, c'est vous sécurité, qui le dites, hein. à la Moi, je sécurité, vous vous assumez en les traitant, c'est votre droit le plus légitime. Merci beaucoup. Je pense qu'il y a beaucoup à faire. Ok? Il D'accord. faut des formations. Il faut aussi être trop sélectif lorsqu'on choisit qui peut ou n'est pas l'être Dans les policier. recrutements. Mais D'accord. je pense que dans les recrutements, il faut le faire ainsi de suite, tout ça. D'accord. Mais j'aurais un autre élément de la fin. on va revenir sur vous. Un élément pour conclure. Il dit ceci. On va revenir sur Il dit vous. que la police ne soit pas une carrière. Je n'ai pas compris ce qu'il a voulu dire. Soit il est dans la maîtrise de ce qu'il dit, ou soit il ne l'est pas du tout. Merci Parce beaucoup. que la police Merci. doit être une carrière. Merci beaucoup. On doit les former pour ça. Monsieur Ok? Joseph, Puisque sous notre cieux. s'il vous plaît. S'il vous Je plaît. vais m'expliquer. On va vous dire, oui, c'est ça. Dans Monsieur mon Joseph. temps d'antenne, je vais réagir. Monsieur Joseph, votre biscuit. Je crois que déjà ça commence à bouillonner sur le plateau. Mais moi, deux petites choses. Je vais parler de l'Université pédagogique nationale. Il y a la rectrice, je crois, c'est Madame Anastasie Matsanga, qui est très combattue parce que cette maman-là a mené quand même certaines réformes. Vous savez, à l'UPN, il y avait une mauvaise gestion de finances. Chaque faculté avait des sous-comptes à telle enseigne qu'il y avait des individus qui prenaient l'argent et ils en faisaient ce qu'ils voulaient. Alors quand cette maman-là est venue, la rectrice, elle a voulu canaliser les recettes perçues par les frais payés par les étudiants pour que l'UPN puisse avoir assez de moyens de sa politique. Mais ça fait problème à l'UPN à telle enseigne que l'IGF est descendu sur place pour faire des enquêtes. Deuxième chose, c'était que beaucoup d'enseignants, que ce soit de professeurs, de chefs de travaux, des assistants, n'avaient pas des documents, ni des diplômes requis pour donner cours, pour former les étudiants. Quand elle a voulu un peu mettre de l'ordre comme ça, c'est toujours des combats. Donc, il y a dans ces pays des gens qui sont allergiques aux bonnes réformes pour amener le pays sur une bonne voie. Deuxième chose, je rebondis sur ce que Maître a dit. Les Oudjana, ce sont des jeunes gens qui ont été recrutés de la manière qu'on avait recruté, mais qui ont subi quand même des formations. Quand même. Quand même, oui. C'est-à-dire Parce qu'ils ne que, sont pas c'est-à-dire, suffisamment- non, quand même, oui, je pèse bien mes mots quand même, Ils sont pas parce suffisamment formés. que c'était à la veille des élections. C'était pour sécuriser des élections, mais leur formation n'avait pas vraiment été, n'avait été amenée jusqu'à la fin. Ils n'ont pas fini la formation. On n'avait pas fini la formation, c'est ce que Maître dit. Parce que quand on forme un policier, il faut beaucoup d'autres formations dans le cadre pédagogique, comment police de proximité, comment vivre avec la population. Mais ils ont été formés au maniement des armes. Des armes. Mais bémol, il y avait le régime passé avait laissé ces jeunes comme ça, sans être alignés comme agents publics de l'État de carrière par rapport à la police. Donc ils n'avaient rien. Ils étaient au nombre de plus de 11 000. Ce qui fait qu'à un certain moment, il y avait tout ce qu'on avait eu dans la capitale ville de Kinshasa. Donc, heureusement que les choses ont été reprises. C'est une irresponsabilité incroyable. Comment Oui, tenir parce un que c'était policier, une bombe à retardement. Une personne qui n'a pas fini sa formation. Oui, c'était une bombe à retardement pour la population. Ça s'apparentait à quelque chose fait exprès. C'est l'ancien régime. Oui, parce que ces jeunes-là, ils ont l'arme, ils ont des armes, mais ils ne sont pas payés. Mais ils vont se faire payer par qui? Par la population. Vous, au pouvoir, vous avez réglé ça. Non, on a aligné plus de 11 000 La policiers. formation, est-ce qu'elle a fini? Bon, là, c'est un autre problème. Continue, La formation continue. Continue. Donc, c'est-à-dire que
là, je suis d'accord avec lui pour interpeller le VPM. Mais là, je ne suis pas d'accord avec le maître quand il traite la police. Parce que nous sommes suivis dans le monde entier. Sa propre police de charlatan, là, c'est trop fort. Je crois que maître, quand il aura la parole, il va retirer ça, peut-être chercher un autre mot. Voilà. Voilà, on va prendre le premier sujet du jour, mesdames et messieurs. Les propos de M. Paul Kagame au Bénin ont fait la polémique, le tollé au niveau mondial. Patrick Muyaya a réagi de façon très très virulente. Et donc c'est allé dans tous les sens. Le professeur Isidore Ndaïwel s'est prononcé à ce sujet. Il y a beaucoup de professeurs aussi du côté de Rwanda qui ont voulu aussi étayer cette thèse de M. Kagame. Des historiens se sont mêlés à la danse. Problème de division de l'Afrique à la conférence de Berlin. Voilà le débat. M. Paul Kagame s'est-il finalement dévoilé de ses velléités expansionnistes? On va lire ce qu'il a dit devant la presse béninoise. Il a dit, je cite, « Le problème du Congo, le problème de la région ou encore le problème du Rwanda n'est pas le M23. Le problème est la résultante de plusieurs autres problèmes qui n'ont pas été résolus depuis des décennies. Le problème du M23 existe même avant que Tshisekedi ne devienne président. Cela remonte même à 2012. En ce qui concerne le M23 et toutes les personnes liées au M23, les Congolais ont bénéficié de l'héritage rwandais. Les frontières qui ont été construites durant la période coloniale ont affecté et divisé nos peuples. Une partie du Rwanda qui a été donnée au Congo, le sud à l'Ouganda, etc. Nous avons une coopération qui existe déjà dans ces zones. Il y a déjà des liens qui existent entre les peuples. C'est évident. Vous pouvez remonter dans l'histoire. Ce problème va au-delà de ma personne, au-delà de la personne du président Tshisekedi. Toutes ces personnes qui étaient présentes en cette période ne sont plus là. Et d'ajouter, il faut trouver la solution à cette crise. Aujourd'hui, nous avons le processus de Nairobi et celui de Luanda qui ont mis tout en œuvre pour résoudre cette question. Mais je pense qu'ils sont en train de chercher une solution. Les démarches entreprises ont essayé, mais apparemment la RDC ne veut pas que la question soit résolue. C'est quand même ironique. Je viens de reprendre les propos de M. Kagame tenus au Bénin. On rappelle même qu'ils vont déployer une force qui va soutenir le processus donc de paix dans le pays de Patrice Talon. Voilà. Analyse des propos de M. Kagame. A-t-il raison de dire qu'une partie du territoire rwandais a été donnée, une partie à l'Ouganda, une partie à la RDC? On va supposer que le Rwanda était un peu plus grand avant l'arrivée de l'homme blanc. Et donc cela supposerait qu'il y a des Rwandais qui se sont retrouvés finalement du côté du Congo. Et voilà, analyse de cette question. Je commence avec qui? Vous avez traité des policiers de charlatans. Je vous donne la parole. Maître Ngoma. Très bien. Je vais répondre à votre question, mais laissez-moi d'abord rencontrer mes deux frères. Vous avez 4 Je m'assume quand je traite les Oudjana. Je ne dis pas la police nationale. Je parlais très bien de cette unité appelée Oudjana. Ils ne sont pas de la police nationale. Ils sont de la police nationale, mais moi je parle. Parce que cette police, il ne faut pas le prendre de manière générale. Nous avons une police qui est organisée selon les unités. Et moi ici, je parle spécifiquement de cette unité. Vu leur pratique sur terrain, allez voir combien cette unité est en train de causer du tort à nos populations. Allez vers Kimbanseke, terrain sur Wambanza. Nous recevons des appels nuit et jour. Allez vers Ilemba Imbu. Ils sont source d'insécurité. Mais oui. Ils sont armés. Ils sont armés. Mais malheureusement, au lieu de faire leur mission qui consiste à protéger les concitoyens et leurs biens, mais ils ne sont pas là dans leur mission. Donc ils sont charlatans. C'est comme ça que je les qualifie. Ainsi, je m'assume. Je ne parle pas de toutes les unités de la police. Je parle d'une unité bien spécifique. Il y a pas mal de déclarations ici et là. Quand on voit des embouteillages à travers le boulevard et d'autres artères, ils viennent là secourir. Mais là, vous parlez des embouteillages. Mais allez dans les quartiers dont moi je viens de citer ici, dans le milieu reculé, mais ils font la loi. D'accord. Certains même
sans citer des connivences avec les Koulouna. Ok. Mais non, nous devons nous dire des vérités. Parce que c'est notre police, on n'en a pas deux. Il faut dénoncer des choses, il faut dénoncer des faits. Je m'assume quant à ça. Alors, les propos de Paul Kagame. Moi, je vais dire que d'abord, il faut savoir lire les signes du temps. Pourquoi Paul Kagame va tenir un tel discours pendant qu'il nous agresse, pendant qu'il soutient le M23, pendant qu'il a composé avec l'Ouganda pour qu'il y ait chute de la cité de Bunagana. Donc, je viens de constater, comme tout le monde, que les écailles viennent de tomber. Aujourd'hui, le plan machiavélique de Kagame est connu. Et il a lancé ses ballons d'essai justement pour recueillir le son des cloches de Kinshasa. Voyez-vous? Parce que le Rwanda a un problème sérieux de terre. Les Rwandais sont à 500 par kilomètre carré. Dans 20-30 ans, ils auront un sérieux problème de terre. Et conscient de ça, Kagame manigance les choses, sème la pagaille, l'insécurité dans la partie orientale de notre pays. Parlons de cette question historique. J'arrive, oui. j'arrive. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tordre l'histoire. Le Rwanda n'a jamais existé. Prenez la carte de l'Afrique. Le royaume Rwanda, comme il... Le royaume Rwanda a existé à partir des années 1927, si j'ai une bonne mémoire. Il y a des documents. Mais prenez l'ancienne carte de l'Afrique de 1914. Vous verrez que nulle part le Rwanda est figuré. C'est seulement Ouganda. Là où il y a le territoire rwandais, c'était l'oriental Afrique, l'Afrique orientale allemande. Mais il y a deux thèses. Il y a des historiens qui ne partagent pas le même point de vue. Certains disent que c'est le Rwanda qui a pris une partie du territoire congolais. Il y a d'autres, justement, rwandais qui disent que c'est le Congo qui a pris une partie du territoire rwandais. Quelle est la théorie qui est la plus plausible? Mais attendez, pour que l'une des parties puisse avoir la terre de l'autre, c'est qui était venu avant. Lequel des territoires a vu le jour avant? Non, le problème, c'est au niveau de la conférence de Berlin. Quand l'homme blanc a divisé, a émetté l'Afrique, c'est à ce niveau-là que Paul Kagame trouve le problème. Pour lui, c'est l'homme blanc qui est à la base de ce problème. Mais même quand il parle de Berlin, mais il est en faux. Il est en faux. Parce que Berlin, c'est quand? Berlin, c'est 1885. Mais moi, je vous parle de 1917, de 1914. Le Rwanda n'était pas là. Je vous dis, le nom, c'était l'Afrique orientale allemande. Nulle part dans le document. Avant la conférence de Berlin. Avant, ça c'était même après la conférence de Berlin. Parce que la conférence de Berlin, c'est en 1885. Oui, mais moi, maintenant, je suis à 1914. Là, le découpage a déjà eu lieu. Oui, là, il y a déjà eu découpage bien avant. Et je vous fais comprendre qu'en 1914, il y a des documents. En 1914, le Rwanda et le Burundi n'étaient pas là. Il n'y avait que Ouganda. Et là où il y a le territoire rwandais en 1914, c'était tout un grand territoire qu'on appelait l'Afrique orientale allemande. D'accord. Vous voyez? Donc c'était ça, c'est ça un peu la précision. Donc avant, le Rwanda a été colonisé par l'Allemagne. C'est ça. Et après, le Rwanda a été cédé finalement. On va arriver et je vais vous montrer comment le Rwanda a vu le jour. D'accord. Monsieur Eri Massimbo, votre analyse sur cette question. Monsieur Kagame, une partie du Rwanda a été prise par les Congolais.
du fait de la colonisation. Vous savez, cher Dan, quand je dis que je soutiens l'institution présidente de la République, ce n'est pas pour rien. Donc, tout Congolais a l'obligation de soutenir M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Obligation. Parce que c'est le symbole de notre unité et L'obligation. les garants du bon fonctionnement des institutions. Quand on parle des symboles de l'unité aujourd'hui, Mais critiquer le président, c'est aussi le soutenir. des critiques positives, bien évidemment. Parce que quand on parle de critiques dans la société congolaise, quand on parle de critiques à critiquer, c'est pas plutôt dans le sens péjoratif. C'est détruire. Mais quand on fait des critiques Constructif. constructives, les gens n'en parlent pas. C'est aussi ça le problème avec notre société. On vous La taxe compréhension des langages, en fait. d'opposants. La compréhension du langage. Aujourd'hui, grâce à la politique ou à la diplomatie menée par le chef de l'État, Monsieur Paul Kagame est pris comme la mouche dans la crème. Il ne sait pas bouger en fait. Kagame aujourd'hui souffre de l'amnésie. Il souffre de l'hérésie intellectuelle. Il ne sait pas où il est. Il ne sait pas où se situer lui-même tel qu'il est là. Donc, M. Paul Kagame, que ce soit pour notre pays, ma patrie, la RDC, que ce soit pour la population rwandaise, les Hutus, les Tutsis et les Twa, M. Paul Kagame appartient au passé. Sa page est déjà tournée. Ça reste seulement cette histoire, son effondrement. il y a un problème. L'effondrement de son régime. Il y a un problème. Pourquoi j'ai dit ça? Cette histoire, si M. Kagame, président rwandais, le dit dans un concert des nations, ça veut dire que cette histoire est enseignée même aux enfants rwandais qui grandissent avec cette idée qu'il y a une partie du territoire congolais, du Rwandais, qui se trouve au Congo. Non, ça je ne crois pas, parce que s'il faut le dire que c'est inséré dans le programme de l'éducation nationale rwandaise, il faudrait maintenant consulter les manuels de l'enseignement. Mais ça pourrait plutôt il s'agit du président rwandais. être inscrit dans l'instruction, par exemple, des agents de l'armée, par exemple des renseignements et de la sécurité. Vous voulez dire que ce que M. le Kagame dit, ce n'est pas ce n'est pas une vérité pour les Rwandais? Non, ce n'est pas une vérité en fait. C'est un mensonge, cher Dan. Je veux dire pour les Rwandais. Pourquoi je l'ai dit? Pourquoi je l'ai dit? Vous savez, quand je dis ici, Paul Kagame se retrouve comme une mouche dans la crème. C'est-à-dire, il cherche à s'appuyer à quelque chose pour se sauver. Mais là encore, il s'est appuyé sur sur un bois mort qu'il a encore enfoncé. Pourquoi? Cher Dan, la population rwandaise, naturellement, c'est une population constituée des pasteurs. Des pasteurs. Donc, c'est une population qui est à la quête des pâturages pour leur bétail. C'est cela même qui a poussé la population rwandaise à traverser en RDC pour chercher les pâturages pour nourrir leur bétail. Là, on est pendant quelle période? Avant même l'arrivée des Blancs. Avant même l'arrivée des Blancs. Il y avait des populations rwandaises. Rwandaises qui traversaient pour chercher le vert pâturage, pour leur bétail. Et quand ils traversaient avec leur bétail, ils commençaient à acheter des terres. Côté Congo. Côté Congo. C'est ça en fait l'histoire. Ils achetaient des terres. Même certaines terres il n'y avait pas de vers Ruzizi là, de l'autre côté rwandaise, il y a des terres qui appartiennent à la tribu Bashi, que la RDC doit réclamer. Côté Rwanda. Bien évidemment. Cette population, en traversant, s'est établie sur notre sol, sur notre territoire, dans la partie est de notre territoire. Après l'indépendance, la loi fondamentale était claire. Et Congolais, c'est lui dont les parents appartiennent aux tribus qui étaient établis en République démocratique du Congo. Mais cher Dan, voyez-vous... Si je vous comprends bien, ça veut dire que avant même que l'homme blanc ne puisse faire ces traçages-là, il y avait déjà la communication entre bien évidemment naturelle en fait. La population s'est communiquée, l'île pouvait aller là-bas, pouvait rentrer comme ça, il pouvait concilier des liens de mariage et tout ça, ça se faisait en fait. Après l'indépendance de 1960, la population rwandaise qui est Rwanda-Urundi, c'était les Rwanda et le Congolais n'avaient pas de nationalité parce qu'ils n'ont pas été reconnus comme une tribu ou une ethnie appartenant aux mosaïques des tribus congolaises. Une minute. Voilà maintenant, s'il vous plaît, accordez-moi 2 minutes. Voilà maintenant
vers 1971, Mobutu prend le pouvoir. Barthélemy Bisengi Mana, directeur des cabinets. Il influence, sous son influence, le président Mobutu signe l'ordonnance de 1971 pour accorder une nationalité collective à la population Rwanda-Urundi. Des petites contestations de la population de l'Est. Après des petites populations, cette loi est encore renforcée par une autre loi, par une autre ordonnance en 1972. Mais la population de l'Est, étant vigilante, n'a pas croisé les bois, a commencé à contester. Jusqu'en 1982, cette loi est abrogée. 81-82. Cette loi a été abrogée. Cette loi a été abrogée pour annuler l'octroi de la nationalité collective à cette population-là. Donc, la supposée nationalité que la population Rwanda-Urundi qu'ils avaient eu était tombée caduque. D'accord. Merci. Donc aujourd'hui, point de question de pouvoir parler population Banyamulenge, population telle. D'ailleurs, moi je voudrais, s'il vous plaît, Serdar, c'est très important, il s'agit de notre patrie. Dans le panel des négociations, dans le comité de l'État de EAC là, je voudrais qu'on puisse mettre un peu toutes les disciplines. Qu'on mette les géographes, les anthropologues, les sociologues, les historiens en fait. Parce que ces panels-là doivent regorger les gens de plusieurs disciplines. Ce ne sont pas seulement les maîtres, être avocat. Non, ça ne suffit pas en fait. Merci. Il faudrait des gens qui étudient la société, qui étudient l'environnement, qui étudient les limites et les cultures, puissent intervenir dans cette discussion pour que prochainement, nous ne pouvons pas avoir le même problème que nous avons aujourd'hui. S'il vous plaît, s'il vous plaît. On a compris votre intervention. J'espère que vous ne cherchez pas... Mais je suis un Congolais. Si on m'appelle aujourd'hui pour servir ma patrie, j'irai volontiers. Maître Pinda, votre lecture de cette question. Monsieur Kagame croit dur comme fer qu'en tout cas, il y a une partie du territoire congolais qui appartenait au Rwanda avant l'arrivée de l'homme blanc. C'est parmi les causes principales de l'insécurité qui se vissent dans cette région. Okay. Ici, je veux évoquer... un historien rwandais qui répond au nom de Alexis Kagame. Alexis Kagame, curieusement. Dans son ouvrage, il dit qu'il y a eu des différentes guerres. Avant qu'on en arrive en 1800 d'abord 85 pour qu'il y ait découpage des territoires, telle la configuration de 1885. Okay. Le royaume rwandais a existé. Déjà au IIIe siècle, il évoque l'existence, au IIIe siècle précisément, il évoque les 1388. Après Jésus-Christ, il évoque l'existence du royaume rwandais. La question fondamentale que nous devrions nous poser, c'est de savoir, ces royaumes qui existaient, avec quelle dimension géographique? Parce que la question qui se pose ici, et celle de propos tenus par Paul Kagame, prétextant qu'ils ont des territoires à récupérer sur le sol de la République démocratique. Pas seulement, même en Ouganda. Non, moi je suis congolais, je ne parle pas pour le compte de non, je dis pas seulement. C'est un complément d'information. Moi, en tant que Congolais, j'ai mandat de parler pour mon pays. Non, je parle. Parce que je suis concerné. C'est un complément d'information. Je ne prends pas l'aspect de l'Ouganda. Avancé. Ça ne me regarde même pas. Alors, il y a eu des guerres. Il y a eu une guerre en 1388, il y a eu des guerres en 1600, deuxième guerre d'ailleurs de 1604 à 1610, il y a eu encore des guerres de 1766 à 1770, ok, il y a eu des guerres qui sont il y a eu 4 guerres à peu près pour qu'on en arrive à ça. Mais quel a été l'objet de ces guerres-là? Parce que où nous sommes rendus, vous allez vous comprendre que le Rwanda plutôt tient une suite logique. Cette suite logique, c'est une suite concurrente. C'est Kagame le concurrent qui continue l'œuvre et les ouvrages de ses ancêtres qui ont lamentablement échoué. Parce que dans la démarche de la première guerre de 1388, était pour conquérir les terres congolaises. Il y avait déjà guerre entre Congolais et Rwandais. Au 3e siècle. 3e siècle. 3e siècle. Avec le roi... Attendez. À l'époque, il n'y avait pas des frontières telles que nous les connaissons aujourd'hui. Non, ne vous en faites pas. Nous n'avons peut-être pas de frontières telles que nous les connaissions aujourd'hui, mais chacun ou chacune des populations connaissait leurs limites.
Parce que Donc, le royaume, excusez-moi, le royaume avait une délimitation géographique. Il savait que non, nous sommes étendus jusqu'à tel endroit. Lorsque vous quittez, écoutez, l'homme blanc nous a fait entrer du n'importe quoi dans la tête. Donc, excusez-moi, s'il vous déjà à plaît. l'époque, le problème de terre se posait Excusez-moi. côté rwandais. Non. Je vous ai dit ceci, que le Rwanda est un concurrent, est un État concurrent. Le Rwanda il est dans la logique expansionniste. Le Rwanda veut des terres qui ne lui appartiennent pas. Le Rwanda, c'est un peuple belliqueux. Il a soulevé un élément ici pour dire que les Rwandais sont des pasteurs. Et qui dit pasteur, ils cherchent des vers pâturage pour éventuellement exploiter leur bétail. Vous voyez, c'est dans cette logique-là que le Rwanda a voulu déjà s'étendre, déjà en 1388. Vous voyez ça? Maintenant, lorsque vous dites les délimitations, il y avait existé, parce qu'il y avait des royaumes. Nous existions en tant que royaume. Il y avait le royaume Congo, Alexis Kagame l'a dit. Il dit qu'il y a eu des royaumes Bashi et consorts, ainsi de suite, tout ça. Plusieurs fois que le Rwanda a essayé avec le roi Ndayiro II et avec... Rungeno, ils ont des noms rwandais, hein, allez-y comprendre. Donc avec cela, chaque fois qu'ils essayaient de conquérir les terres congolaises, ok, ils étaient voués à l'échec. Vous voyez ça? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la logique de Kagame, c'est de poursuivre là où les autres ont échoué. C'est ainsi que lorsque mon compatriote en face de moi ici, Massingo, dit que le Rwandais n'apprenne pas à leurs enfants que les terres, certaines terres de la République démocratique du Congo leur appartiennent. Moi, j'ai dit non. C'est ce qu'ils font. Dans leur logique, ils transmettent de génération en génération. Ça, c'est encore une autre faiblesse de notre part. Parce que nous sommes un peuple hospitalier, nous sommes un peuple accueillant, nous acceptons tout le monde et nous ne protégeons pas suffisamment. Mais c'est Tutsi qui se réclame congolais. C'est Tutsi que nous avons, même dans nos institutions aussi, ici. Je vais te poser d'abord la question. Est-ce que sous l'espace Congo, il y avait aussi des Tutsis, comme parce que vous avez parlé de guerre pour les conquêtes de terre. Est-ce qu'il y avait des tribus Tutsis qui étaient du côté Congo, avant ces guerres? Déjà, il faut savoir une chose. En 1930 et en 1959, il y a eu des déportations. 1930. 39. Il y a eu des déportations du Rwanda vers la République. Et si nous allons d'abord faire le 3e siècle là, avant même que nous ne puissions... Je veux maintenant répondre quoi? Je veux répondre quoi? Non, vous savez, parce que je suis en train d'expliquer ce qui est arrivé en 1930 et 1959. Vous vous ramenez au 3e siècle. Que nous ayons Laissez-moi d'abord une compréhension beaucoup plus large. Laissez-moi évoluer avec ça. Lorsqu'il y a eu des guerres, je vous ai dit que ces guerres-là ont été vouées à des échecs. Pourquoi? Parce que le Rwanda n'a jamais pu emporter militairement sur la République démocratique du Congo. Mais nous arrivons en 1930 et 1959. En 1930 et 59, il n'y a jamais eu une tribu toute qui a été déportée. Il y a eu des Rwandais qui pouvaient être ramassés ça et là et déportés sur le sol de la République démocratique du Congo. D'ailleurs, lorsque vous lisez les législateurs, en 1960, vous ne me suivez pas. C'est incroyable. Comment expliquez-vous alors ces personnes de ces tribus-là qui sont dans notre administration? Est-ce que vous... Non, mais je suis en train d'évoluer petit à petit pour vous démontrer les niveaux de l'infiltration que nous avons. Il y a des populations nilotiques congolais. Ça, il faut se le dire. Ah, ok. Il y a des populations nilotiques congolais. Mais quant au Tutsi congolais, ça n'existe pas. Tutsi, c'est une tribu. Ok? Tutsi congolais, ça n'existe pas. Nous arrivons en 1960 avant l'indépendance. Nous arrivons en 1960... Vous m'aviez interrompu tout le temps et puis ma pensée là ne sera pas suffisamment développée. C'est ça le problème, la difficulté, c'est ça. Pour qu'on puisse expliciter. Mais c'est ça en fait. Lorsque vous le faites comme ça, vous me prenez du temps. C'est pour le bien. Alors lorsque nous arrivons en 1960, les législateurs vont même définir qui est Congolais d'origine. Et Congolais d'origine, tout celui dont l'ethnie a été trouvée sur le sol de la République démocratique du Congo. A-t-on une ethnie ou une tribu Tutsi sur le sol de la République démocratique du Congo avant 1960 ou en 1960? Pas du tout. Alors l'incident qui vient, tout à l'heure on a essayé, il y a eu une population qui se sont retrouvés, ils ont fui les velléités de l'accession de Bisengimana, je crois, Abiyarimana, ils ont fui le Rwanda pour la République démocratique du Congo. Merci. Mais c'est ainsi que le président Mobutu va accorder tel qu'il a dit en 71. Merci beaucoup. Merci. Ah, je voulais que vous puissiez chuter avant que je donne carrément la parole. Alors, vous dites merci déjà. Donc je disais qu'il accorde la nationalité globale en 1971
en 71 et il retire en 81. Maintenant, voilà ce qui se passe. Nous allons à Sun City. C'est là où maintenant nous trouvons l'explication de tout ce que nous avons ici comme infiltré, avec la bénédiction de la communauté internationale. Nous allons à Sun City. Nous signons l'accord global. Vous voyez, tout Congolais a signé l'accord global. La communauté internationale a imposé l'aspect inclusif. Lorsqu'on dit accord global et inclusif, la question fondamentale est celle que nous devrions nous dire. Merci beaucoup. La question fondamentale est celle de savoir à quoi a consisté cet aspect inclusif. D'accord. C'est tous ceux qui avaient des problèmes de nationalité qui n'ont pas été identifiés. Merci beaucoup. Et à qui l'on a accordé... Vous n'allez jamais finir si je ne vous Non, arrache ne vous en pas faites la pas. J'allais parole, finir finalement. parce que l'histoire s'arrête toujours quelque part. Vous n'allez jamais finir. Vous dites que je termine, vous allongez les idées. Je termine, vous allongez les idées. Et donc, on prend toute l'émission. On n'a pas de choix. Monsieur Joseph Mbenza, donc je vous ai arrêté carrément. Alors, votre point de vue sur ces propos de M. Kagame? Bon, je comprends qu'il y a tellement de la matière, ça ne finira pas aujourd'hui. Mais tenez, moi je retiens un événement qui s'est passé au mois d'avril 1884. Ça, c'était en Belgique. Il y avait une réunion qui s'est tenue sur le Congo. À l'époque, c'était le chancelier allemand, Van Otto Bismarck. Et il y avait le général Henry Sanford, je crois, qui était à Bruxelles, avec le roi de Belge. C'était en prélude de la conférence de Berlin, je crois, en 1885. On discutait sur le Congo. Dans sa configuration, donc c'est-à-dire ce que Kagame est en train de dire, s'il veut réfuter que la RDC nous appartient dans ses limites actuelles, il n'a qu'à aller au musée de Tervuren. C'est là où même la Belgique a réagi aux propos de M. Kagame. Donc il est sorti le plus ridicule de tous les présidents du monde. Il y a des documents établis, ce n'est pas caché, c'est à la portée de tout le monde. Et en 1885, cela a été décidé ainsi. Je parle sous réserve des avocats. Que même au niveau des Nations Unies, ça a été acté ainsi. Charte des Nations Unies, charte de l'Union africaine. Aujourd'hui, Kagame ne peut plus remettre en question l'intangibilité des frontières de la RDC. Ça, c'est déjà faux. Je rentre encore dans l'histoire. Parce que les événements dont je vais parler partent de 1884, de 1885 et au 19e siècle. Là, je rejoins un maître pour dire qu'il y a eu un roi rwandais qui avait tenté, mais qui est arrivé jusqu'à l'île du Jui, au nord Kivu, je crois, île du Jui. Et ils ont massacré, ils ont tué des Congolais de l'époque. Mais grâce à la bravoure... C'est dans le site Kivu. C'est dans le site Kivu. Oui, ils ont été repoussés et anéantis. Mais selon l'histoire, ce roi avait planté un arbre au Congo, là où je rejoins l'histoire qu'on enseigne au Rwandais pour dire que à une certaine limite de la RDC, nous sommes allés conquérir ces terres-là. Voilà cet arbre-là qu'on avait implanté dans... Bon, je perds l'endroit. C'est là où se trouvent nos limites. Vous voyez, ce qu'on est en train de vivre, Kagame s'inspire de ses aïeux pour mener des guerres ici expansionnistes. On lui a appris ça dès son enfance. Et il apprend aussi, aux autres. Dans cette guerre, exactement. Oui, risque de maintenant, se perpétrer dans une génération. si vous voulez détruire une nation, ce n'est pas de minerai. Non. Il faut détruire son histoire, il faut détruire sa culture, et puis détruire son éducation. Regardez notre éducation, ce qu'on nous enseigne. Est-ce qu'on a besoin de mérovingiens et de carolingiens ici? Charlemagne. Charlemagne, on n'en a pas besoin. Donc déjà, depuis longtemps, l'homme blanc avait tronqué, détruit notre éducation. Parce que quand, vous savez, en France, un enfant de 6 ans, on commence à lui enseigner la constitution de la République française. Mais nous aussi, ici, on nous enseigne quoi? Des histoires qui ne nous concernent pas. Un tété là peut se lever comme ça, il ne connaît même pas l'histoire des tétés là. Or, au Congo, nous avons eu, par exemple, l'Empire Lunda, c'est-à-dire, même au Katanga, il y a eu un Mwami Tiri. C'est-à-dire, nous sommes un peuple fort, un vaillant peuple, un peuple de guerriers, mais dont l'histoire a été détruite à souhait, à volonté. Je réponds, si vous voulez détruire une nation, un peuple, la première des choses, c'est détruire son histoire. On nous a menti sur nous-mêmes. L'homme blanc nous a... L'homme blanc nous a menti. C'est-à-dire, la vraie histoire, on nous a dit que c'est Nelson Mandela qui est le plus ancien des prisonniers, mais c'est faux, c'est Simon Kimbangu, par exemple. Et ça a été gobé comme ça par tout le monde.
Donc, on doit revenir sur l'histoire du Congo, de nos aïeux, ce qu'ils ont fait, et puis ça va nous... En fait, 1997... Qu'est-ce qui nous manque pour que nous puissions changer cette histoire, revenir à notre histoire originale? C'est là où nous interpellons. Qu'on apprenne nos royaumes, nos empires en On profondeur. en a besoin. Qu'est-ce qui nous manque? On en a besoin. On en a besoin. C'est ce que nous faisons cette émission. Il pour nous manque interpeller. Excusez-moi. Pour changer notre système éducatif, justement. Excusez-moi. Vous savez, nous sommes naïfs. Nous, Congolais, nous sommes naïfs. Parce que lorsque nous voyons un blanc habillé en belle cravate, nous disons, ben, les blancs, ils réfléchissent mieux que nous. Lorsque nous allons vers l'UNESCO, mais l'UNESCO en complicité, puisque aujourd'hui, regardez le Suisse qui est venu ici, le président suisse. Son discours, c'est que nous ne pouvons pas, j'ai vu ce que j'ai vu à l'Est, nous ne pouvons pas accepter à ce qu'un autre pays vienne agresser un autre. Mais pourquoi il ne cite pas nommément le Rwanda? Ok? Parce qu'ils le savent, qu'ils sont derrière le Rwanda, ils sont instigateurs de ce que c'est là. C'est ça l'Occident, en fait. Maintenant, j'en viens parce que vous avez posé une question fondamentale ici. L'UNESCO, nous sommes membres de l'UNESCO. L'UNESCO nous impose ce que nous devons mettre dans notre programme scolaire. Et dans notre programme scolaire, qu'est-ce que nous étudions? Jeanne d'Arc. Qu'est-ce qu'on en a à faire, nous, de Jeanne d'Arc? Nous étudions Guillaume le Conquérant. Mais qu'est-ce qu'on en a à faire, nous? Et pourtant, nous devrions étudier l'histoire de notre pays. Comment est-ce que le Rwanda a été voué à l'échec plus d'une fois à travers ses armées. Et nous devrions apprendre. Voilà que c'est maintenant que nombreuses personnes apprennent. Mais cette question de l'insécurité dans l'Est, beaucoup de gens ne la saisissent pas vraiment dans le fond. On ne comprend pas les vraies raisons qui poussent les Rwandais à agresser. Vous savez, lorsque Mouzé est entré avec l'AFDEL, on nous a fait croire que les Rwandais, les Tutsis étaient des gens hyper intelligents. À un moment donné, nous avons applaudi ici pour dire que non, mais on voulait même voir Rouberois, ministre de la Justice. Et pourtant, lui, dans ses plans qu'il avait, il a préféré la décentralisation. Et donc, nous devrions... excusez-moi, ici j'interpelle les ministres de l'Éducation, les commissions chargées des réformes de l'éducation, Monsieur Benza, pour que l'on puisse intégrer réellement l'histoire de notre pays dans l'arsenal éducatif de notre pays. Je conclue sans avoir rien dit. Concluez. Non, vous avez donc, votre temps. Non, ça, on est ensemble. Alors, ce que je vais dire, c'est que il faut que des intellectuels congolais, il faut, vous savez, je vais un peu donner ce que c'est un Tutsi. Un Tutsi, c'est un sanguinaire. Ça, je vous dis vrai. J'ai lu beaucoup de livres. Je vais le prouver. Il y a une différence entre Nilotique et Tutsi. C'est la différence entre les Tutsis et les Bantous. Les Bantous, nous sommes dans les émotions et dans les sentiments et dans les états d'âme. Mais eux, ils ne sont pas comme ça. Et quand ils veulent une chose, ils se donnent le moyen et ils prennent leur temps. Vous voyez, c'est à l'exemple de Kagame. D'où il faut quelque part, nous puissions nous armer pour enlever en nous tous ces sentiments qui nous amènent dans la dérive que nous connaissons aujourd'hui. Regardez les intellectuels congolais. Oh, je n'ai rien dit apparemment plus que tout le monde. Non, sincèrement parlant, vous avez pris vos 6 minutes et... Moi, je n'ai pas senti les 6 minutes. Maître a pris 2 minutes. Le temps file tellement vite. Et je pense qu'on est en train de nous suivre. Désolé, je vous ai dévoré votre temps. Non, on est ensemble. C'est un débat et le temps est suffisamment limité. Donc, on doit mettre en Ngoma. Je souhaite que vous puissiez chacun régler sa montre pour voir que vraiment vous consommez les temps qu'on vous confie. Alors, 5 minutes pas aussi. Pas moi, en tout cas. Hein. Chacun se plaint toujours. 5 minutes aussi. Comment arriver à la solution? Qu'est-ce qu'il faut faire pour arriver à la solution? Que ces enfants rwandais qui grandissent avec cette histoire, qui a les territoires congolais qui sont à eux, que nous ici au Congo, que nous sachions aussi comment défendre ce qui nous appartient. Quelle résolution, quelle proposition pouvez-vous faire? Très bien. Cher Dan, je suis d'accord avec les argumentaires soulevés ici par mes co-débatteurs, allant dans le sens pour dire que voilà, l'histoire reste l'histoire. Et j'ai aimé quand on a évoqué la question liée aux réformes de l'éducation, de notre programme. Là, je suis d'accord. Mais là où je vais essayer de réagir un peu à des amours avec mon estimé confrère Pinda, quand il a dit qu'il y a des Hutus congolais.
Des Nilotiques. Il a dit des Nilotiques. Non, il a dit il n'y a pas de Tutsis congolais, mais il a soutenu qu'il y a des Hutus congolais. Non, non. Il a dit des Non, Nilotiques. non, non. Je parlais des Nilotiques. Vous n'êtes pas avec Ok. moi. Ok. Vous n'êtes Parce pas avec nous sur que, le parce plateau, que ici j'ai pas des avec ouvrages que je peux donner des références. Voilà. Il développe maintenant son argument. Alors, Parce qu'il m'a imputé. Je prends ici le document produit par l'archiviste belge Van der Roede, publié en 1939, relative à l'ancienne carte du Grand Kivu, de 1870 à 1918. Et ces documents montrent à suffisance que si vous le parcourez, parmi les 16 tribus répertoriées dans le Grand Kivu, il n'y a jamais eu des Tutsis et les Hutus. Mais qui a évoqué les Hutus? Non, je parle à l'intention de... Vous je ne retirez d'abord réagis pas. l'imputation. Vous retirez d'abord Non, l'imputation. vous m'avez déjà recadré dès la prise de retirez-les. parole. Vous n'avez pas encore retiré. Non, la attendez, parole. vous m'avez déjà Et recadré. l'opinion non? retienne que vous aviez retiré, s'il vous plaît. Je me le Allez-y, concède, retirez. je les retire. Ok. Ok. On évolue parce qu'ici, il ne s'agit pas de faire un polémique sur on ne fait pas de polémique, mais on la réplique pas table, aux mais autres ce on qu'ils doit n'ont pas éclairer dit. la lanterne de la population. Et aussi, s'agissant des limites, il y a un autre document, des archives belges toujours, coloniales, de monsieur le professeur Gaston Denderend, professeur à l'Institut universitaire du territoire d'outre-mer, a publié l'Atlas du Congo belge et du Rwanda Burundi, qui situe toutes les limites des ethnies du Congo belge. Donc, en ce moment déjà, je rallie mon frère Mbenza, quand il a dit tout a été déjà scellé depuis 1845 lors de la conférence de Berlin. Tout a été déjà calé. Et donc, tout ce qu'aujourd'hui est en train de faire Paul Kagame comme manœuvre, moi, je l'inscris dans le sens de l'humanité, parce que vous devez savoir que les humains, depuis la nuit des temps, sont toujours à la conquête des terres. Et comme je venais de dire tantôt, que le Rwanda a un sérieux problème des terres. Ils sont 500 par kilomètre carré, alors que nous, les Congolais, nous sommes 40 par kilomètre carré. Et donc, quoi de normal pour lui qu'il puisse convoiter nos terres. Et malheureusement pour lui, ses réflexions, ses objectifs révoltent un peu. Et donc voilà l'histoire de notre pays et la souveraineté même de notre pays. Vous voyez l'intégrité de notre pays. Alors, pour dire que moi, ce propos de Kagame, je le considère comme étant une déclaration de guerre. C'est une déclaration de guerre qui va obliger Kinshasa de pouvoir réserver une réponse grandiose à la même intensité. Moi, Claude Ngoma, je l'ai toujours soutenu. Si un jour nous avons un pouvoir, un leader confirmé au sommet de l'État et qui peut nous mettre capables d'annexer le Rwanda pour que le Rwanda soit notre 26e, 27e province, moi je vais soutenir cette action. Est-ce qu'aujourd'hui, si on arrive à arrêter Kagame, est-ce que cette volonté peut-elle s'estomper? Est-ce que ces velléités du Rwanda peuvent prendre fin? Si on mettait fin à Kagame, je ne pense hors pas. d'état de nuire. Je ne pense pas parce qu'au Rwanda, c'est une pensée qui circule. Imaginez-vous cette histoire, ça part depuis le XIIIe siècle. Mais Kagame, qui n'était 3e siècle, mais Kagame le relaie aujourd'hui. Donc c'est une pensée qui circule dans le collectif rwandais. Mais c'est à nous maintenant, les Congolais, comme venez de le dire mes chers compatriotes ici sur le plateau, qu'il s'agit au moins des engins civilisationnels. Tout doit passer par des réformes éducationnelles, que nous puissions changer, donner la vraie histoire, enseigner la vraie histoire à nos enfants. Au lieu d'enseigner à nos enfants le Jeanne d'Arc, patati patata, non, enseignons aux enfants Kimbangu, enseignons aux enfants notre propre histoire. Parce que, dit-on, un peuple sans histoire, c'est un peuple mort. Un peuple sans histoire est un peuple mort. Monsieur Eri Massimo, vous êtes anthropologue? Anthropologue, oui, de formation. Enseignant aussi. Enseignant à chercheur. Chercheur. Oui. Ok. Alors, vous êtes anthropologue, c'est en quelque sorte un peu votre domaine, quoi. Quelle solution à long terme préconiserez-vous? La première des solutions, cher Dan, s'il vous plaît, nous devons élaborer une politique culturelle.
ça en d'autres termes? Une politique culturelle, en fait, c'est la base sur laquelle un État, une nation, assoit sa vision du monde. Politique culturelle. La politique culturelle. Quand on parle de la politique culturelle ici, ce n'est pas de la musique. Non. C'est aussi de la musique. C'est un tout. La culture définit comme un atout. C'est-à-dire de ce que l'homme est, de ce qu'il fait, de ce qu'il invente. Donc dans la culture, il y a ce que l'homme crée. En fait, il y a de la musique, il y a la loi, il y a la gestion, il y a sa politique gouvernementale. Il y a tout dans la culture. Alors nous devons avoir une politique culturelle. Quand nous créons ici francophonie, mais francophonie c'est quoi? C'est la politique culturelle étrangère de la France. Qu'est-ce qu'il fait dans cette politique-là dans la francophonie? Ce sont les jeux de la francophonie. La langue française, ils sont en train de le promouvoir. Ils sont en train de promouvoir le jeu. Ils veulent vous réunir, vous mettre ensemble pour sauver la langue française, autour des valeurs françaises, pour sauver la langue française. Parce qu'aujourd'hui, si nous sortons de cette francophonie, si la francophonie ou la langue française n'est parlée qu'avec 2 ou 3 États, alors la langue française va disparaître. Voilà la raison de la francophonie. Donc, c'est assis sur une politique culturelle. Il faut d'ailleurs dire que c'est aujourd'hui, non. De la domination française. Aujourd'hui, la politique culturelle doit s'asseoir, affirmer l'identité. Dans la politique culturelle, on trouve le plan économique et social de développement. Dans la politique culturelle, on doit trouver le plan de développement. Dans la politique culturelle, on doit trouver le plan de la gestion. En fait, c'est une fondation d'un État. Aujourd'hui, quand on nomme quelqu'un à la tête du ministère de la Culture, pour lui, Ndoulé, artiste, or qu'il ne saisisse pas le vrai sens, en fait, de ces ministères-là. C'est un ministère grand. Notre part du budget est déjà consacrée. C'est un ministère grand. Pour l'indépendance, on consacre combien à notre culture, à notre ministère de la Culture? Non, c'est pas ça en fait. Il faut avoir des technocrates, des gens qui ont le sens de la culture, qui comprennent la culture en fait. Ce n'est pas les moyens en fait. La culture peut-être ou que est aussi une source de revenus. La culture peut être aussi une source de revenus. Donc il faut, comme il a dit, une vraie politique. Exactement. Ça peut aussi permettre à ce que l'on puisse renflouer notre... Ça fait la promotion de la culture, de la musique. Tout ça est inclus dans la politique culturelle. Mais aujourd'hui, on n'en a pas. Alors, parmi les fondements, c'est que l'État doit mettre en place, notre État doit élaborer notre politique culturelle. C'est intéressant. Mais aussi, nous avons plus de 400, mais aussi, plus de 400 ethnies. Parce que dans la politique, on trouve même l'éducation nationale, les axes sur lesquels l'éducation nationale doit s'appuyer. Les axes sur l'enseignement universitaire doit s'appliquer. Quelles sont les priorités? On le trouve tout ça dans ça en fait. Donc, ça sert aussi aux dirigeants, quand ils viennent, ils accèdent au pouvoir, qu'ils savent que je ne peux pas déroger dans tel ou tel autre. Non, je dois marcher sur ces principes-là. Mais dans un premier temps, nous devons instaurer, je m'adresse au ministre de l'EPST, Tony Mwaba, qu'il fasse un peu, qu'il signe un peu une loi pour instaurer le système de l'animation en fait. De l'animation comme c'était à l'époque de Mobutu. Mais pas de l'animation à la impair. Non, l'animation scolaire. Il puisse y avoir des animateurs scolaires. Où avant l'entrée dans la salle, un animateur passe devant les élèves, leur parle un peu de notre histoire. Des hommes qui ont marqué notre histoire. De nos royaumes, de nos tribus. En fait, de certaines valeurs culturelles qui doivent fonder notre jeunesse en fait, parce que on doit investir sur l'éducation, sur la jeunesse. Pas nous sommes déjà dans le passé en fait. C'est fini pour vous. C'est fini pour nous. Merci. Mais nous avons l'obligation de pouvoir former cette jeunesse de 0 à 5 ans. Merci beaucoup. Nous devons commencer par la Chardane. Bien que je suis toujours dans mes minutes. Toujours. Personne n'accepte. Et d'ailleurs, Pinda. Merci. J'avais vu. Je vous ai laissé d'ailleurs un peu déborder par bonne foi et très bonne foi. C'est 12h55, j'avais pris à 12h53. Maître Pinda, rapidement, la solution.
À long terme. À long terme, merci beaucoup. Je prends à 12h57. Voilà. Ok. Déjà, les solutions, certaines solutions, nous les avons avec nous. Il a évoqué une question importante ici. Parce que l'identité de nous, Congolais, c'est d'abord la langue. L'identité, nous, Congolais, c'est l'histoire de notre pays. Il l'a englobé de manière générale pour dire nous devons préserver notre culture. Question. Comment un Congolais qui n'est pas de père et de mère à la tête de ces pays peut protéger notre culture? C'est un problème sérieux. Pour protéger la culture, il faut Première nécessairement solution, être congolais. première solution, il Nécessairement. faut que les postes de souveraineté, S'il vous plaît, ne déviez pas le débat. je ne dévie pas. On est dans Non, le non, débat. non, je suis dans mon temps de parole, je ne dévie pas. J'ai dit à la tête du pays. Vous avez demandé des solutions que je pense, moi j'envisage, n'est-ce pas? Ce n'est pas dévier les débats. Je suis en train d'évoquer mes questions, je suis en train de mes solutions plutôt à ces problèmes-là. Il faut un Congolais des pères et des mères à la tête de la République démocratique du Congo pour préserver ce qu'il dit. La culture congolaise. Parce que celui qui est à la tête du pays, lorsqu'il a des cultures partagées, il est en danger, il peut compromettre. Prenons par exemple, vous avez quelqu'un qui est juif quelque part, et que chez eux on accepte l'homosexualité. À la tête de ces pays, il va vous pondre une loi, soit par ordonnance, même si le Parlement ne le veut pas, acceptant l'homosexualité. Ce sont des faits réels. Deuxièmement, il faut intégrer dans le système éducatif. Nos enfants doivent savoir que les Tutsis, aussi longtemps qu'ils seront nos voisins, ils constituent une menace. D'où l'intérêt de faire quoi? Qu'ils sachent que ceux-là, ce sont des gens à ne pas pactiser avec eux. Il faut qu'on les apprenne déjà à l'école. Il faut le faire. Et ils le font, pourquoi nous ne le ferait pas? Même pas se marier avec eux. Même pas se À la marier avec limite. eux. Ok? S'il faut Pas être de mariage. extrémiste, s'il faut être extrémiste de mariage, avec ça, évidemment. il le faut. Pour préserver quoi? Ce que nous sommes. C'est quoi notre identité? C'est la République démocratique du Congo. Troisièmement, il faut instaurer la formation militaire obligatoire. Mieux encore, pourquoi ne pas avoir 2 ou 3 camps militaires à l'Est? Qu'uniquement à l'Est, parce que nous savons les dangers viennent très souvent de là. Quatrième solution, il faut s'assurer que la République démocratique du Congo s'assure qu'il n'y ait pas un Tutsi à la tête du Rwanda. Et nous en sommes capables puisque nous l'avons déjà fait dans le passé, avec Mobutu. Qui est des Hutus, majoritaires. Pourquoi pas? Puisqu'ils sont d'ailleurs... C'est aussi une population, c'est 85% Oui, de la ça. population. Qu'il n'y ait jamais à la tête du Rwanda un Tutsi. Les Tutsis sont... Et ma joie, c'est eux ma qui sont- joie à moi, ma joie la grande, débordante, c'est les propos tenus par le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. En réalité, ce que dit Kagame aujourd'hui n'est pas quelque chose de nouveau. C'est seulement sorti de la bouche de Kagame. Le président Tshisekedi, lorsqu'il vous dit, même pas un iota, même pas une espace, on dit un espace, hein? Un espace. Va être cédé, un iota du territoire national va être cédé au Rwanda. C'est pour dire quoi? Il avait déjà compris les velléités, lui-même le dit, velléités expansionnistes d'une part, et aussi économique. Ok? Pourquoi? Parce que le Rwanda envie nos terres, et ainsi de suite. Mieux encore, le président Tshisekedi l'a dit, lorsqu'ils sont retrouvés au premier sommet réuni de sécurité et de paix, et de droits humains et tout ce que vous voulez de l'Afrique. Ok? Le premier sommet de paix et de sécurité et de paix de À droits... Genève. Pardon? À Genève. Non. À l'Union africaine. À Ils l'Union sont africaine. réunis à l'issue de l'Union africaine. Ok, Cette ok. commission s'est tenue. Allez-y. Il a dit une chose. Il a dit à un moment donné, je ne chercherai plus la paix. Ok? J'irai jusqu'au Rwanda pour chercher le M23. Ça, c'est un. Et deuxièmement, il dit ceci. Nous serons obligés d'avoir un autre régime à la tête du Rwanda, ok, pour assurer la paix. Et donc, vous conviendrez avec moi que Tshisekedi ne fait pas les choses au hasard. Il a commencé par approcher Kagame, Chuter. connaître Kagame, et ici, il est en train de tirer. Et il tire sérieusement, et Kagame est en train de perdre la tête. Voilà. Richard Pinda. Alors, maître Mbenza, Monsieur Joseph Mbenza plutôt. Monsieur Joseph Mbenza. Ah, je reçois beaucoup de juristes sur mon plateau. Ouais. Comprenez mon émotion. Alors, quelles sont les solutions à proposer à long terme? Bon, à long terme, mais j'aimerais dire à mon
frères congolais en face, que nous avons un président confirmé. Il s'appelle Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Tenez, vous savez qu'en 1997, c'est là où l'âme du Congolais a été détruite par l'invasion de l'armée rwandaise et ougandaise. En réalité, notre frère n'avait été pris que pour une marionnette, mais en réalité, derrière Mouzé Laurent Désiré Kabila, c'était l'armée rwandaise et l'armée ougandaise. Vous voyez, c'est là où l'âme du Congo avait été détruite. C'est pas en 94. 1997, c'est l'évasion officielle. Je parle avec Laurent Désiré Kabila. 97. 97, 97. Vous savez. Et 94, c'était... 84, ça c'était des gens humanitaires. C'était un couloir humanitaire de Biarimana. Vous comprenez? En ce moment-là, écoutez bien, en ce moment-là, le vrai problème du Congo avait commencé. Pourquoi? Parce qu'on avait déstructuré le pays, c'est-à-dire l'État tel qu'il est. On n'avait plus le contrôle de rien. Jusqu'en 2019, s'il vous plaît, le Rwanda était, même lors d'une conférence à Bujumbura, Félix disait à Kagame, mais tu es entré au Congo, tu gérais le pays avec Joseph Kabila. La question des FDLR. Il y a eu tu ne l'avais pas géré des opérations conjointes pour traquer les FDLR. Mais si Joseph Kabila a laissé Armée rwandaise, entrer comme il voulait. On ne parle pas des opérations conjointes. Non, on parle de la gestion. De l'acceptation du Rwanda et de son armée et des services de renseignement venir intégrer les systèmes congolais. Tenez, je vais vous donner une révélation. Vous savez, en 2009, je suis d'accord avec le vieux Mbosso quand il dit tous qui ont géré ce pays depuis 2008, ils doivent en répondre. Ils doivent en répondre. Pourquoi? Parce qu'en 2008, 2009, 2012, 2013, on a laissé l'armée rwandaise entrer, contrôler nos frontières, nos services de renseignement. C'est l'âme du pays. C'est l'âme du pays, je le dis. C'est l'âme du pays. Vous savez que, je vais donner la solution, vous savez qu'il y a plus de 5 régiments de l'armée rwandaise qui ont été incorporés à l'armée congolaise depuis 2003, 2006 jusqu'en 2013. Plus de 5 régiments, plus de 40 généraux, 400 officiers. Dotés par la République. Dotés par la République. Et remarquez aujourd'hui, ce sont eux qui font défection à l'Est. Vous entendez parler d'un colonel. Quand un colonel fait défection... Dans quel programme? Pardon? Dans quel programme? Brassage et mixage. C'est pour cela la victoire de la RDC. Parce que Félix est arrivé, c'est là où je confirme son leadership, il arrête l'hémorragie avec le mixage et le brassage. Kagame voulait encore se mixer à nos problèmes, à la gestion du pays, par le mixage et le brassage du M23 actuel, qui n'est que sa création à lui-même. Vous comprenez? C'est là où je soutiens l'idée que c'est le moment que nous devons tout verrouiller dans ces pays. La solution, le voici. Le président est arrivé, qu'est-ce qu'il a fait? On a voté un budget d'1,3 milliard pour l'armée. Il y a une loi de programmation militaire. Qui souffre encore pour être appliquée. Non, 1 milliard, ça ne souffre pas d'application. Non. Ça ne souffre pas. Non, pardon. Mais c'est son temps. C'est son temps d'entendre des choses. Qui a la parole alors? Qui a la parole, s'il vous plaît? Soyons disciplinés quand même. Là maintenant, l'opposition sort. Là maintenant, nous sommes face à l'opposition. Tenez, il y a une politique de la défense bien claire, bien établie. Que c'est sous Fachi que cela est fait. Une politique claire. Tenez, vous savez, avec tout ce qui se passe au Congo, moi je m'intrigue du silence de certains qui se sont levés quand la loi Tchani a été inscrite. Mais aujourd'hui, ils n'en parlent pas. Donc soit nous avons un cas de Fachi et un cas de Kagame au Congo. Il faut qu'on se le dise. Ouais. Ceux qui sont allés à Lubumbashi n'ont pas condamné l'agression. Pas du tout. Même notre cardinal estimé que nous aimons, il n'a même pas fait cas des propos de M. Kagame. Même nos opposants. Mais c'est là maintenant le problème. Excusez-moi, je vais être très direct, très dur. Il faut qu'à un certain moment, nous les intellectuels, nous puissions faire les distinguos entre les Congolais de bonne qualité et de mauvaise qualité. S'il vous plaît. Non, j'en arrive. Je ne cite pas, je vais dire. Attendez. Les Congolais qui ont fait la compromis. Écoutez, comme quelqu'un, je vais vous citer, un officier supérieur de l'armée. Non, j'en arrive. Congolais de bonne qualité, mauvaise qualité. Il y a des Congolais de bonne et de mauvaise qualité. Je vais citer. Quand vous avez des officiers supérieurs de l'armée, 2 étoiles, qui rallient le M23, mais qui se disent Congolais. Est-ce Congolais de mauvaise ou bien de bonne qualité? Non, ce ne sont pas des Congolais. Moi, je ne les traite pas. Ce ne sont pas des Congolais. Ils rentrent chez eux. Là, je parle de traite. Non, mais quelqu'un nous a toujours dit au-delà, écoutez, monsieur le journaliste, au-delà de ce que Kagame fait, mais vous savez qu'il y a des Congolais qui ont trahi ce pays? Tout à fait.
Sont-ils des Congolais de bonne ou bien de mauvaise qualité? 30 secondes. Donc pour dire, les choses sont prises entre de très bonnes mains du gouvernement actuel. Et puis, je vais signaler aux Congolais, le Rwanda a un problème là-bas chez lui, là-bas. Il exportait 6 tonnes d'or le mois. Au Qatar, aujourd'hui, il est incapable de le faire. C'est-à-dire, le Rwanda prenait de la RDC plus de 6 000 kilos d'or par mois. Aujourd'hui, il est incapable de le faire. Vous voyez, c'est là la colère de Kagame. On peut lui demander à l'unanimité de Merci revenir. beaucoup. Permettez Dan, juste une requête. Si vous parlez, une requête au nom des autres. Je ne vous donnerai pas une requête la juste pour conclusion. demander de revenir parce que la question de ce qui s'est passé. Pinda, vous à aimez l'Est toujours là-bas. grignoter dans des limites, dans des minutes des gens, pourquoi? Allez-y. Bon, je vais revenir à mon temps de parole. Alors, Maître Ngoma, les opérations de mixage, de brassage que nous avons connues dans l'armée, et selon même les M23, ça n'a jamais été respecté, c'est pourquoi nous reprenons toujours les armes. C'est une velléité de Paul Kagame de maintenir la présence au sein du Congo et de prendre cet espace qu'il réclame, qu'il a toujours voulu. De la M23, c'est carrément Paul Kagame qui, justement, est en train de chercher à récupérer ses terres sur le Congo. Oui, mais c'est connu de tout le monde que c'est Kagame qui soutient les M23, que c'est Kagame qui soutenait le RCD à l'époque, c'est Kagame qui y était pratiquement le parrain des AFDEL. Voyez-vous? Mais ici, le problème, Donc, quand on a mixé ces éléments-là dans l'armée, c'était des éléments... C'est des éléments rwandais qu'on a mis dans l'armée finalement. Mais c'est ça de l'infiltration dont nous parlons ici. Mais qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Nous, à son temps, nous avons proposé au gouvernement de pouvoir passer par des réformes de notre armée. Laquelle des réformes on devait auditer notre armée, on devait assainir notre armée et enfin recruter. Moi, je le dis toujours. Aujourd'hui, j'arrive, Chardin. Aujourd'hui, M. Félix a de très bonnes intentions, mais il en souffre pour la matérialiser. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, dites-moi quelle bourse l'État congolais octroie à nos enfants pour aller étudier dans des grandes écoles militaires. Ils ont recruté dans quelle discipline? Si nous voulons reconstruire notre armée, nous devons recruter dans pas mal de disciplines. Les ingénieurs sont là, les médecins sont là. Et donc, raison pour laquelle nous avons dit qu'avec le Rwanda, il faut faire la guerre. Qu'avec le Rwanda, il faut couper toute relation diplomatique. Avec le Rwanda, il faut donc voilà construire les murs. Et finalement, en interne, nous devons porter des réformes miniers, fonciers et forestiers. Pourquoi des réformes foncières? Parce que nous devons remettre les titres, donner les titres à noter. Mugabe l'a fait. Ici en Angola, comment l'ancien président qui venait de mourir, qui venait de nous quitter, Dos Santos l'a fait. Les Belges nous ont colonisés, ils nous ont remis l'indépendance, mais ils ne nous ont pas remis des titres de terre. Et une fois que nous allons faire des réformes foncières, forestiers et lacustres, désormais nous allons mettre un verrou à toutes ces velléités qui consistent à réclamer des terres. C'est une recommandation salutaire du Parlement d'interdire le mixage, le brassage. C'est salutaire, monsieur Egmassi. En fait, non. Mais le Parlement n'a fait que suivre les pas, marcher sur les traces de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Si Félix Tshisekedi n'avait pas exprimé cette volonté, le Parlement n'allait pas le faire. Nous connaissons tous l'attitude de nos parlementaires, comment est-ce qu'ils se comportent. Quand ils ont un bon chef, ils marchent bon. Quand ils ont un mauvais chef, ils marchent mauvais. En fait, aujourd'hui, cher Dan, il y a eu l'hémorragie au sein de notre appareil sécuritaire. Il y a un article que je vais publier d'ici peu où je parle des cycles de mixation et d'infiltration de la RDC, où je retrace l'historique jusqu'au moment où nous en sommes. Seul Félix a réussi à arrêter cette hémorragie au sein de l'appareil sécuritaire. C'est un bon médecin. Donc, non, avec Mobutu, il y a... Non, avec Mobutu, il n'y a pas eu... Laurent Désiré Kabila. Ça commence avec Laurent Désiré Kabila. Non. C'est là que ça commence. La commence avec Mobutu. Non. Je vais vous dire... S'il vous plaît, Maître Ngoma, mon article va sortir, vous aurez les arguments pour pouvoir les contredire. Voilà. Donc,
où j'étais, je parlais de l'hémorragie qui a été arrêtée par notre chef de l'État, chose que nous le félicitons. Aujourd'hui, l'expérience qu'avait Paul Kagame de pouvoir infiltrer ces éléments au sein de notre appareil sécuritaire, cette expérience est arrêtée. Parce qu'il a fait. À chaque fois qu'il y a eu élection dans ce pays, Paul Kagame a infiltré ces éléments. Mais avec l'élection de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Kagame n'a pas réussi. Aujourd'hui, Kagame est aux abois. 30 secondes. Aujourd'hui, moi je démobilise notre population. La population de Lubumbashi et aussi la population du Katanga et aussi tout le peuple congolais. Par rapport au communiqué commun qui a été fait par... bon, je vous l'envoie ça. Donc, d'appeler le peuple à se mobiliser. À se mobiliser contre qui? Contre quoi? Pourquoi? Merci. Pourquoi ils n'ont pas mentionné l'agression rwandaise? Merci beaucoup, monsieur Erima Simbo. Maître Pinda. Okay. Je voulais dire, si vous le permettez, on aurait souhaité se retrouver encore. C'est ça la requête en fait. On se retrouve demain ici pour cette question de nos amis qui se sont retrouvés au Katanga là-bas pour la déclaration. C'est quoi la question la recommandation faite par le Parlement, c'était finalement salutaire. Je pense que c'est ce qu'il fallait faire. C'est aussi une stratégie que beaucoup n'ont pas compris. Alors, je voudrais dire ceci. Il l'a dit, il y fallait revenir et épingler là-dessus, marteler. Nous sommes en 1997 ou 87 pour les autres, pour ceux qui le voudraient ainsi. L'AFDEL arrive. L'AFDEL ne trouve pas un vide. Il trouve un cadre juridique qui était déjà en place. Les acquis de la conférence nationale souveraine. On pouvait fonder l'État sur ça. L'AFDEL vient, il fait un tabula rasa. C'est-à-dire qu'il met de côté toutes les lois de la République pour gérer l'État avec la volonté d'un individu. Lequel individu? Mouzé Laurent Désiré Kabila avec les décrets 003. C'est là où l'infiltration s'est enracinée en République démocratique du Congo. Sous Mobutu, il y a eu infiltration avec Bisengimana. Bisengimana partant de là, avec une femme qu'on avait offert à Mobutu, une belle Tutila, qu'on avait offert à Mobutu. C'est ainsi que l'influence du décret du président de la République octroyant la nationalité des manières, la nationalité globale à cette communauté-là. Merci. Je chuterai en disant ceci. Si hier nous n'avons pas été vigilants, parce que soit nos pères en ont été responsables, coupables de cette... ils étaient distraits, nous ne le permettons pas. Comment nous faisons pour ne pas les permettre? Nous commençons d'abord par soutenir la loi des pères et des mères. Merci beaucoup. Le reste va suivre. Monsieur Mbenda. Je demande, et je dis au maître, pour des raisons géostratégiques, on ne divulgue pas la nature de la formation de militaires qu'on envoie à l'extérieur. Je répète, pour des raisons de géostratégie, on ne le divulgue pas. Parce que vous avez posé la question, pourquoi? Mais il y a des gens qui sont en train de sortir du pays pour aller se former. Deuxième de chose, il y a des milliers de jeunes gens qui sont dans des centres de formation, qui sont en train de subir des formations adaptées à la situation de l'Est. Et le gouvernement est en train de surarmer notre armée avec des moyens modernes adaptés à l'agression de... Donc, c'est-à-dire, Kagame a des problèmes sérieux avec ces messieurs. Vous savez, je vais donner une information, une révélation. Vous savez, Ramaphosa avait dit un jour à Kagame, il ne fallait pas provoquer Félix. Je me limite par là. Vous étiez là? À toutes et à tous, mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. En tout cas, on se retrouve demain pour poursuivre le débat. On n'a pas suffisamment abordé toutes les deux. Arrêtez, laissez-moi. S'il vous plaît, mesdames et messieurs. On ne peut pas faire l'exception. Non, ça c'est une exception. Non, lui il est de père et de mère. Ça c'est une évidence. Alors, laissez-nous dans cette logique alors. Non, la matière est abondante. On va continuer au couloir. Oh. On allait prendre l'opinion à témoin. Portez-vous bien. À demain.